Bonjour, je suis Thomas Ozinski, bienvenue sur cette vidéo qui rentre dans le cadre du cours sur l'introduction au processus de raisonnement clinique en massogysthérapie. Nous sommes dans le chapitre de la théorie et nous allons aborder certaines questions théoriques. Les aspects théoriques du raisonnement clinique que nous allons aborder dans cette vidéo sont les différents types de raisonnement qui peuvent être décrits dans la littérature et puis un modèle qui est le modèle de Montréal qui est le plus fréquemment proposé dans notre domaine. Un petit point doit se faire sur les différents types de pensée, parce que nous considérons le raisonnement comme chose cognitif, une pensée. Plusieurs types de pensée chez l'être humain ont été proposés. Premièrement, de dire qu'il y aurait un système qui existerait, un système de prise de décision qui serait plutôt intuitif, qu'on appelle système 1, réputé rapide et économique, qui permet le développement d'heuristiques, de raccourcis cognitifs, mais qui peut amener un jugement biaisé contenant des erreurs systématiques. C'est les a priori qu'on pourrait avoir, les représentations faussées sur un problème en disant bah j'ai pas besoin forcément de plus de représentations concrètes sur un sujet, je fais des raccourcis, des biais, j'ai tendance à attribuer à toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ressemblent à une première personne les mêmes qualités. Donc, je ne sais pas si je vois quelqu'un de grand et particulièrement intelligent en cours, peut-être j'aurais tendance à dire que toutes les personnes grandes sont plus intelligentes que les petites. Ce genre de biais qu'on peut reconnaître dans plusieurs approximations de la pensée chez l'être humain, avec parfois des conséquences néfastes que vous pouvez imaginer. En opposition de ça, Kahneman et collaborateurs qui ont proposé système 1 et système 2 définissent un système 2 qui serait une prise de décision plutôt logico-algorithmique, en disant bah, on fait intervenir la logique des processus de raisonnement, on serait plutôt analytique, en disant bah, voilà, on fait travailler la logique étape par étape, selon un processus plus lent, plus coûteux, mais qui permettrait une analyse plus fine du contexte de prise de décision. Par exemple, je décide d'acheter une voiture, bah, est-ce que je me fie simplement à son aspect, aux souvenirs que j'ai des publicités que j'ai vues, ou est-ce que je vais analyser sa consommation, son coût à l'entretien, sa dépense et sa consommation, enfin sa dépense et sa production de CO2? Est-ce que je vais prendre ça en considération ou est-ce que j'ai plutôt un système rapide de dire bah, ça me plaît, ça devrait être bien parce que c'est joli et ce qui est joli plutôt bien. Ça serait un peu une erreur de type système 1 et puis système 2 plus lent, plus coûteux, donc faire des comparaisons pour donner une analogie de ça. Mais UDF fait une proposition assez intéressante de se dire bah, voilà, qu'est-ce qui fait que par moment je vais dans un système 1 et par moment j'utilise un système 2. On parlera d'un système 3 qui serait au-delà, métacognitif, de régulation d'utilisation d'un système ou de l'autre, en considérant que le système 1 étant spontanément plus rapide pour agir, on chercherait à l'inhiber, à savoir comment inhiber nos heuristiques, nos pensées trop rapides, pour pouvoir laisser au système 2 de réflexion le temps de se mettre en place et d'arriver à des conclusions qui nous permettront d'agir. En plus des différents types de pensée, de raisonnement humain, avec les systèmes 1, 2 et 3 que nous venons d'évoquer, il est aussi possible de différencier les raisonnements cliniques en disant il y a des raisonnements par reconnaissance de schéma, reconnaissance de pattern, qui seraient des catégorisations rapides du patient par reconnaissance de son appartenance à un modèle précis. Ça serait plus évocateur d'un système 1, plus ou moins standardisé, hein, c'est ce qui va se développer avec l'expérience, en disant voilà, j'ai l'habitude de voir des patients qui ressemblent à ça et qui agissent comme ça, qui correspondent à ça. Il est inéluctable que ça se développe parce que en soi, la population qui nous est adressée est une population très spécifique qui va avoir des caractéristiques communes et on va pouvoir faire un sous-groupage via l'expérience. Parfois, c'est catégorisé comme un peu on pourrait entendre dans le système qu'on dit de McKinsey ou de traitement par diagnostic mécanique, qui serait du coup des patterns où on simplifie les problèmes des patients nomadiques en différents patterns de problèmes disco, problèmes positionnels ou autres. Donc ça serait un schéma qui évoquerait plus les systèmes 1. Comment je peux catégoriser rapidement, en fonction de quelques informations, mon patient. A l'inverse, on pourrait avoir un raisonnement dit plutôt hypothético-déductif qui cherche à faire une catégorisation progressive du patient à partir de la confrontation entre des hypothèses explicatives et les informations obtenues lors de la prise en charge. Le patient vient avec un trouble, j'émets plusieurs hypothèses et puis je vais essayer de confirmer ou infirmer ces différentes hypothèses avec la prise en charge, avec l'entretien, avec sa réponse au traitement.
et puis on va essayer de déduire les informations disponibles. Quelle est l'hypothèse la plus probable? Donc on se retrouve toujours dans une difficulté et une incertitude, ce qu'on a moins dans l'aspect système 1 où on a considéré qu'on a catégorisé le patient puis on agit. Là, on va devoir jouer avec plus d'incertitude. Ça se ressemblerait plus à un système 2 dans l'aspect hypothético-déductif. Il y a aussi d'autres propositions qui sont faites de dire il y a des temps où nous raisonnons de façon abductive, en se disant voilà, je génère des hypothèses à partir des informations obtenues, et ces hypothèses, je vais les tester. Je teste ces hypothèses en regardant comment réagit le patient à l'intervention. Donc là, on est un petit peu différent. On n'essaie pas de tester des hypothèses en allant chercher de l'information, mais voilà, on a des informations, on dit ça doit être ça, et puis je vais agir pour tester les choses. Donc ça va nous permettre de faciliter la création de schémas de reconnaissance à partir d'expériences en disant voilà, j'ai plusieurs hypothèses, je vais voir si ça répond, puis je vais essayer plus ou moins volontairement, je vais reconnaître des patients qui vont répondre à mes traitements sans pouvoir les catégoriser de façon très claire comme on ferait dans une hypothèse, quelque chose d'hypothétique en disant voilà, toutes ces raisons-là qui font que je pense qu'il a telle chose, là je vais plutôt faire un peu l'inverse. J'ai traité, j'ai vu ce que ça donnait, puis de ça je vais refaire à rebours les catégories. Donc, il n'y a pas un système qui est mieux qu'un autre. Probablement, les trois sont très complémentaires en fonction des temps dans lesquels nous sommes dans le développement de nos raisonnements cliniques, puis en fonction des patients que nous avons. Est-ce que le patient ressemble fortement à quelque chose que je connais déjà et je suis plus rapide? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre, moi j'ai plutôt hypothético-déductif, ou est-ce que je vais avoir à maîtriser quelque chose, à créer mes patterns avec un raisonnement plutôt abductif? J'aimerais maintenant présenter rapidement le modèle dit canadien, ou modèle de Montréal sur le raisonnement clinique, parce qu'il est souvent utilisé et il peut être intéressant pour nous raisonner dans les temps d'entraînement. Alors je vais ici aborder uniquement l'aspect du modèle principal, le processus de raisonnement clinique. Je ne vais pas rentrer dans les différents détails sous catégorie. Pourquoi ce modèle-là? Parce que c'est le plus fréquemment rapporté et utilisé pour l'enseignement théorique actuellement. Donc j'aimerais vous présenter certaines choses. Et je le considère comme un modèle métacognitif qui correspond à quelque chose qui est intéressant pour nous améliorer dans l'entraînement, mais qui en soi ne suffit pas à raisonner, qui n'est pas fait pour raisonner, mais il est fait pour se perfectionner dans le raisonnement selon moi. Alors ce modèle a été fait à partir du raisonnement de 8 professionnels habitués à travailler dans le raisonnement et l'enseignement du raisonnement avec l'aide de logiciens et de personnes postulées qui ont confirmé. C'est plutôt un modèle à la base développé avec le médecin, même si d'autres professions de santé ont participé à la validation théorique des choses par expertise. Que nous dit le modèle? Le modèle nous dit que dans la prise en charge d'un patient, il y a 3 grandes étapes, on pourrait dire. J'ai un patient qui vient, des informations que je retiens, que j'obtiens, a priori, j'ai une représentation initiale du problème. Le patient vient me consulter, il boite et il me dit qu'il a mal avec le membre qui boite. Je vais émettre des hypothèses, je vais me représenter le problème spontanément. Puis je vais, au cours de l'examen de la prise en charge, avoir une représentation qui va être dynamique, en disant c'est peut-être un peu plus ça, un peu moins ça, je vais peut-être le mettre dans telle ou telle catégorie, quelque chose de dynamique avec un peu d'incertitude. Et puis en progressant, je vais réussir à avoir une représentation stabilisée du problème après l'épisode de soins. Donc cette représentation va faire suite à toute la prise en charge, va peut-être représenter ce qu'on appellera un diagnostic, dans notre cas massothérapique, et cette représentation finalisée, stabilisée du problème va avoir un intérêt que nous allons aborder sur le côté aspect récursif et métacognitif. Un point qui est intéressant dans le modèle, c'est de se dire que se passe-t-il pour que je passe de la représentation initiale à la représentation dynamique? Et ça va se faire par la traduction sémantique de ce que me dit le patient tout au long de la démarche clinique. Je vais transformer les mots qui me rapportent, mots MAUX, en mots MOTS. Donc voilà, je vais transformer ce qu'il me dit en quelque chose qui fait sens pour moi. Je vais utiliser mon jargon pour moi, je vais essayer de catégoriser l'information. C'est des notions que nous avons vues un peu script, que nous allons réaborder juste après. On y fait aussi apparaître dans le modèle un aspect de quand je suis en dynamique, j'ai un processus métacognitif ici.
j'ai plusieurs représentations, et bah, je vais faire jongler ces représentations, je vais jongler entre elles, et dire bah, peut-être un problème que je priorise, puis en fin de compte, en réfléchissant, je vais peut-être prioriser un autre, aller chercher de l'information. J'ai tout un travail métacognitif sur ma cognition, sur ma pensée. Je pense ça pour ça, j'observe ma pensée, j'essaie de la faire évoluer. Donc c'est là pour ça qu'on a un aspect temps métacognitif. Et il est important, et on le souligne encore une fois dans ce modèle-là, c'est l'importance de la pratique EBP dans un modèle biopsychosocial où je prends en compte les attentes du patient, ses représentations, ses croyances, pour avoir un soin éthique et aussi le plus complet possible en prenant en compte le plus possible de dimensions de ce qu'est l'être du patient qui vient me consulter. En plus de ces trois temps du modèle de raisonnement clinique, on se dit que j'ai plusieurs objectifs, actions à faire pour avoir un processus de raisonnement de qualité. En premier lieu, identifier les indices dès les premiers instants. Pour avoir une représentation initiale, il faut que je sois attentif dès le début, dès que le patient soit là. C'est pour ça que nous recommandons le fait de prendre du temps pour se préparer à accueillir le patient, pour être attentif et vraiment être présent et dévouloir de la ressource pour prendre en charge le patient. Ensuite, ce qui est important, c'est de déterminer les objectifs de la rencontre. Ça, nous en reparlerons, c'est un élément important. Il semble qu'il y a encore beaucoup de fois où nous n'arrivons pas à être d'accord, à bien comprendre les objectifs du patient. Et c'est essentiel parce que si on ne comprend pas ça, on ne saura pas agir de façon correcte pour accompagner le patient vers là où il veut aller. Ensuite, il faudra bien évidemment catégoriser le patient, poser des diagnostics et dire voilà, c'est plutôt ça, et ce diagnostic, cette représentation que j'ai, je vais pouvoir agir maintenant que j'ai compris les choses. Une fois que j'ai compris, je mets en œuvre des actions appropriées, puis je vais évaluer les résultats. On voit tout un processus assez logique de développement du raisonnement par un travail de catégorisation progressive, que ce soit par pattern, par hypodéductive ou autre, c'est indifférent, mais de se dire voilà, on va progresser vers la mise en action et surtout, je dois évaluer ma mise en action pour progresser dans le futur. Alors, on peut aussi réfléchir à qu'est-ce qui nous permet de faire. Il y a évidemment le patient, qu'est-ce qu'il nous apporte comme information pour avoir une représentation initiale, toutes les données initiales qu'on va avoir du dossier, de son examen, de son observation, de l'entretien. On va avoir les objectifs qui viennent du patient ou de sa représentation tutélaire. Et puis, on aura des catégorisations qui peuvent être à poursuivre, qu'on n'arrive pas à faire, ça on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis, il faut avoir du coup des représentations pour ces catégorisations, mais on va aussi avoir des représentations sur les interventions thérapeutiques. Comment je conçois les choses et par conséquent, qu'est-ce que je vais mettre en place et comment je vais pouvoir évaluer l'intervention et ajuster ma représentation de l'intervention. Alors quand nous mettons tout en lien, on se dit voilà, j'ai un patient qui vient me consulter, j'identifie les premières représentations, donc ça me fait quelque chose d'initial. Je vais raisonner à partir des informations qu'il me donne et de l'objectif de ce que je comprends pour me représenter son problème. Une fois que j'ai une représentation concrète, je vais pouvoir catégoriser. Si je n'y arrive pas, il faut que je poursuive l'investigation. Si j'y arrive, je choisis une intervention, je la mets en œuvre et j'observe les effets des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui semble assez logique, qu'on semble retrouver dans la plupart des raisonnements des thérapeutes. Pour ça qu'on propose souvent ce modèle assez logique qui nous aide à voir si nous entreprenons nous aussi ces mêmes étapes pour agir dans une situation de prise en charge d'un patient. La dernière partie du modèle est toute la partie qui concerne les scripts cliniques, ces réseaux organisés de connaissances qui permettent d'agir. Ils sont centraux parce que c'est ces représentations qui vont m'aider à catégoriser les patients, mais ces représentations-là, elles vont être influencées par ce que j'observe chez le patient. Quand on me parle d'un patient lombalgique, j'ai une représentation, et puis tous les patients lombalgiques que je vais voir vont ramener un peu plus de finesse dans mes catégorisations, vont pouvoir me permettre d'augmenter mes sous-classifications des patients en fonction des troubles majeurs.
Et c'est là où il y a une part importante de l'expérience clinique qui va nous permettre d'organiser le savoir. Et il y a une chose souvent qu'on oublie d'utiliser, c'est les stratégies de recours. Il y a des moments où je peux ne pas comprendre, ne pas être à l'aise, il faut que je puisse savoir réorienter, demander des examens complémentaires, demander des choses pour m'aider à catégoriser le patient. Et une fois que j'ai ces informations-là, je vais pouvoir prendre une décision, agir, évaluer les résultats, et cette évaluation-là des résultats va m'aider à, encore une fois, mettre à jour mes représentations. Donc, ce modèle de présentation, il a tout l'aspect de la complexité dans le nombre de dimensions importantes et l'aspect récursif des données. Il ne suffit pas à raisonner correctement, il nous sert surtout à nous entraîner, à vérifier où est-ce que nous en sommes. Gardons-le tel quel et ne cherchons pas à l'apprendre par cœur, mais comprenons toute la logique qu'il y a derrière pour pouvoir raisonner sur nos pratiques. Je vous remercie pour votre écoute. Cette vidéo qui était sur l'aspect théorique des différents types de raisonnement et le modèle de Montréal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à thomas.wazinski@fm.fr. Bonne journée.